Bonjour, je suis Aman El-Boukili, responsable régionale de la sécurité et de la conformité chez AWS pour le développement commercial de l'Europe du Sud. Je suis basée à Paris. Dans le cadre de mon rôle, je discute avec les RSSI d'organisations du secteur public ainsi qu'avec les directeurs des systèmes d'information et les directeurs technologiques. Avant de rejoindre AWS, j'étais moi-même RSSI d'un groupe français et je peux parfaitement comprendre les priorités et les préoccupations de ces responsables lorsqu'il s'agit de se projeter dans un environnement cloud. Je vous propose pour cette session un agenda très simple, mais qui va intéresser plusieurs clients et partenaires d'après mes échanges avec eux. Nous allons parcourir les 10 activités sur lesquelles vos équipes sécurité devraient passer du temps. Il s'agit d'une session technique fondamentale et je vais citer plusieurs services AWS ainsi que des références documentaires utiles sur ces sujets. Avant de commencer, permettez-moi de vous donner quelques éléments de contexte. D'où ça vient et pourquoi nous pensons que c'est important. Lors d'un précédent reInvent, Steve Schmidt, vice-président et CISO d'AWS, avait introduit les 10 activités que vous voyez ici. Il a précisé lors du reInvent que ces activités, lorsqu'elles sont adressées, apportaient beaucoup de valeur aux entreprises et à leur posture de sécurité. Voici encore la liste des 10 thèmes que je vais parcourir en fournissant quelques détails pour les expliquer et préciser pourquoi nous pensons qu'ils sont importants. Le premier thème de la liste est la pertinence des informations de compte. La valeur de sécurité des informations de compte pourrait être négligée. Lorsqu'AWS a besoin de vous contacter à propos de votre compte, nous utilisons les informations de compte qui sont disponibles dans la console. Toutes les adresses email doivent être configurées pour accéder à des alias et non dépendre d'une seule personne. Vous devez également disposer de procédures pour vérifier régulièrement que ces adresses email fonctionnent et que vous répondez aux emails, en particulier les alertes de sécurité que vous pourriez recevoir de abuse@amazon.com. Vous pouvez trouver dans le lien fourni ici en bas de cette page comment définir les contacts alternatifs qui permettront de garantir qu'un membre de votre organisation reçoive les emails lorsque le contact principal n'est pas joignable. Le deuxième thème est l'utilisation de l'authentification multifacteur, ou MFA. Le MFA est le meilleur moyen de protéger les comptes contre les accès illégitimes, en particulier en cas d'usurpation d'identité. Configurez toujours le MFA sur votre utilisateur ASIN, ainsi que pour les utilisateurs AWS IAM. Si vous utilisez AWS Single Sign-On, vous pouvez également y appliquer le MFA. La mise en œuvre de l'authentification MFA au niveau du fournisseur d'identité signifie que vous pouvez tirer parti des processus MFA existants dans votre organisation. Pour en savoir plus sur le MFA AWS, je vous invite à consulter le lien que vous voyez ici. Le troisième point est bannir le codage de secrets en dur. Lorsque vous créez des applications sur AWS, vous pouvez utiliser des rôles AWS IAM pour créer des comptes temporaires pour appeler des services AWS. Mais dans certains cas, vous aurez besoin d'informations d'authentification plus durables, telles que des mots de passe de base de données ou encore des clés d'API. Dans ces cas-là, vous ne devez jamais coder ces secrets en dur dans vos applications, ni les stocker dans le code source. En revanche, vous pouvez utiliser AWS Secret Manager pour contrôler ces secrets dans votre application. Et Secret Manager vous permettra de renouveler, de gérer et de récupérer vos mots de passe de base de données, des clés d'API et d'autres secrets tout au long de leur cycle de vie. Ces secrets peuvent être récupérés en appelant les API Secret Manager, ce qui élimine le besoin de coder en dur ces informations en texte brut. J'ai fourni un lien en bas de cette page pour de la documentation utile sur ce sujet. Le quatrième thème concerne les groupes de sécurité. Les groupes de sécurité sont un moyen essentiel d'activer l'accès réseau à vos ressources AWS. S'assurer que seuls les ports requis sont ouverts et que les connexions ne sont possibles qu'à partir de plages réseau connues constitue une approche fondamentale de la sécurité. Si vous pouvez utiliser les services tels que
AWS Config ou AWS Firewall, vous aurez l'assurance de façon automatique de vérifier que les groupes de sécurité, VPC, sont configurés de manière appropriée et sécurisée telle que vous le souhaitez. Network Reachability Package analyse la configuration de votre réseau Amazon VPC pour déterminer vos instances Amazon EC2 qui peuvent être accessibles à partir de réseaux externes tels qu'Internet ou AWS Direct Connect. AWS Firewall Manager peut également être utilisé pour appliquer automatiquement les règles AWS WAF, Web Application Firewall, aux ressources connectées Internet sur vos comptes AWS. Il existe différentes manières de superviser les changements des groupes de sécurité. Je vous invite à consulter le blog post qui est accessible à partir de liens que vous voyez ici. Le 5e point concerne les politiques de données. Toutes les données n'ont pas la même valeur et ne requièrent pas les mêmes conditions de sécurité. Ce qui signifie que la classification des données est cruciale. Il est important de prendre en compte les compromis complexes entre une posture de sécurité stricte, d'une part, et des environnements agiles et flexibles. Une posture de sécurité qui nécessite de longues procédures de contrôle d'accès peut créer des garanties en matière de sécurité des données. Cependant, cette même posture de sécurité peut aller à l'encontre d'environnements agiles et flexibles tels que les environnements de développement où les développeurs auront besoin d'accéder rapidement à des informations qui ne sont pas sensibles. Définissez votre politique de classification en fonction des besoins de sécurité de votre organisation et des exigences d'accès. La façon dont vous classifiez les données ne doit pas nécessairement être aussi binaire que confidentielle ou publique. Les données peuvent avoir différents besoins de sécurité en termes de confidentialité, de disponibilité et d'intégrité. Concevez vos contrôles de sécurité des données avec une combinaison appropriée de contrôles détectifs et préventifs pour répondre au mieux à leur niveau de sensibilité. Si vous n'avez pas de stratégie de classification, les deux niveaux confidentiels et publics peuvent être un bon début. Si vous disposez de compartiments Amazon S3 destinés à un usage public, déplacez toutes ces données vers un compte AWS distinct, réservé à l'accès public. Configurez des stratégies pour autoriser uniquement les processus et non les humains à déplacer des données vers ces compartiments. Cela vous permet de bloquer la possibilité de créer des compartiments Amazon S3 publics dans n'importe quel autre compte AWS. Deuxièmement, utilisez le service Amazon S3 pour bloquer l'accès public à tout compartiment qui ne devrait pas partager des informations, des données avec l'extérieur. Ce ne sont que quelques exemples, mais j'espère que vous verrez l'intérêt de définir et d'implémenter des politiques de données. Passons à présent au 6e thème, qui est centraliser les traces. La journalisation et la surveillance sont des éléments importants d'un plan de sécurité. Être en mesure d'analyser les changements imprévus de vos environnements ou d'effectuer des analyses pour traiter et répondre aux incidents de sécurité repose sur la disponibilité et l'intégrité des journaux. AWS recommande d'écrire des journaux, en particulier AWS CloudTrail, dans un compartiment S3 d'un compte AWS dédié à la journalisation. La suppression et la modification ne doivent pas être autorisées sur ce compartiment. Ces journaux doivent également être chiffrés au repos. Une fois les journaux centralisés, vous pouvez les intégrer à des solutions SIEM ou utiliser des services AWS pour les analyser. Vous pouvez les enrichir avec d'autres journaux provenant d'autres sources telles que AWS CloudWatch ou encore AWS Load Balancer. Le lien que vous avez ici vous aidera à apprendre comment utiliser les services AWS pour analyser les journaux de CloudTrail. Nous arrivons à présent au thème numéro 7 qui est valider les rôles IAM, Identity and Access Management. Lorsque vous utilisez vos comptes AWS pour développer des capacités ou réitérer vos postures de sécurité, vous pouvez créer plusieurs rôles AWS IAM. Vous découvrirez peut-être plus tard que vous n'avez plus besoin de ces rôles. Vous pouvez utiliser AWS IAM Access Analyzer pour examiner l'accès à vos ressources AWS internes et déterminer les éventuels accès partagés en dehors de vos comptes AWS. Pour en savoir plus sur AWS IAM Access Analyzer, je vous invite à consulter le lien que vous voyez ici.
La réévaluation systématique des rôles et autorisations AWS IAM avec Security Hub ou des produits open source tels que Prowler vous donnera la visibilité nécessaire pour valider la conformité à vos politiques de gouvernance, de sécurité et de conformité. Réagir aux alertes de sécurité est le numéro 8 de notre liste. AWS Security Hub, Amazon Guard Duty et AWS IAM Access Analyzer sont des services managés d'AWS qui vous fournissent des événements exploitables liés à vos comptes AWS. Ils sont faciles à activer et peuvent intégrer plusieurs comptes. Leur activation est la première étape. Vous devez également prendre les mesures lorsque vous voyez des alertes. Les actions à mettre en œuvre dépendent de votre propre stratégie de réponse à incident. Pour chaque type d'événement, assurez-vous d'avoir identifié les actions de réponse nécessaires. Un exemple d'action consiste à notifier la personne qui va prendre les actions. Mais il existe une large gamme d'actions que vous pouvez automatiser. Vous pouvez en prendre connaissance à partir du lien que je vous fournis ici. Nous arrivons à l'activité numéro 9 qui est renouveler les clés. AWS Security Hub vous permet de visualiser le niveau de conformité de vos comptes AWS à l'aide de CIS Benchmark. L'un des contrôles consiste à rechercher les utilisateurs IAM disposant de clés d'accès de plus de 90 jours. Si vous devez utiliser des clés d'accès plutôt que des rôles, pensez à les renouveler régulièrement. Pour consulter nos meilleures pratiques de gestion des clés d'accès AWS, je vous invite à consulter le lien que je vous ai placé sur cette page. Si vos utilisateurs accèdent à AWS via la Fédération des identités, vous pouvez supprimer le besoin d'émettre des clés d'accès AWS pour vos utilisateurs. Les utilisateurs s'authentifient auprès de votre fournisseur d'identité et assument un rôle AWS IAM dans le compte AWS cible. Il en résulte que les informations d'identification longue durée ne seront plus nécessaires. J'ai pensé à introduire le dernier élément dans notre top 10, être impliqué dans le cycle de développement en utilisant une citation. Voici donc la citation de notre CISO et vice-président d'AWS, Steve Schmidt. Il entendait par ceci que les équipes de sécurité devraient être impliquées dans le développement de bout en bout des produits. Et lorsqu'elles le sont, elles sont susceptibles d'identifier des zones d'amélioration de la sécurité. Mais avant de nous pencher directement sur ces conseils, examinons rapidement comment un certain nombre d'organisations du secteur public implémentent la gouvernance des projets informatiques. Ensuite, je vais vous montrer comment le cloud peut améliorer ce modèle traditionnel, ce qui facilite l'implication des équipes de sécurité dans le cycle de vie de vos projets sans perturber les équipes opérationnelles. Le flux de gouvernance traditionnel des projets informatiques que j'ai vu utiliser de nombreuses organisations, commence par une équipe de stratégie de solutions, d'architectes ou de maîtrise d'ouvrage. Les noms peuvent varier d'une organisation à une autre, mais appelons cette équipe stratégie. Cette équipe stratégie est chargée de définir, de concevoir les nouvelles solutions. Pour ce faire, elle a besoin de s'aligner avec les politiques de l'entreprise, politique métier, sécurité, conformité, par exemple. Elle a donc besoin de lire, comprendre et interpréter ces politiques, qui sont souvent sous format de documents Word ou PDF et qui sont stockés dans des référentiels documentaires. Une fois la conception réalisée conformément aux exigences, le dossier est envoyé à l'équipe projet pour implémentation. À un moment donné, le projet atteindra un jalon de gouvernance pour évaluer la conformité du projet. Cela nécessite de vérifier que l'ensemble des exigences ont été respectées lors de la mise en œuvre. À ce stade, les entreprises vont faire intervenir des équipes d'audit qui vont vérifier que les exigences ont été bien respectées. Elles vont partager le rapport avec l'équipe de gouvernance, qui est propriétaire ou gère les politiques, ainsi qu'avec l'équipe projet. Si l'équipe d'audit confirme que le projet répond aux exigences, alors le déploiement est autorisé au prochain jalon. Le rapport d'audit et la documentation du projet sont archivés, mais dans la réalité, on revient rarement sur ces documents. L'équipe de gouvernance a la possibilité de mettre à jour ses politiques sur la base de son retour d'expérience du projet ou bien de faire un retour directement à l'équipe de stratégie. On peut constater que cette approche traditionnelle est manuelle. Souvent, lorsque
la solution n'est pas conforme aux exigences, l'équipe projet doit faire plusieurs itérations avant de livrer une solution parfaitement conforme. Cela peut ralentir les projets et les délais de mise en œuvre. Maintenant, voyons comment le cloud permet d'améliorer le processus de gouvernance traditionnel que nous venons de voir. Rappelez-vous que dans le cloud, tout est code, application, infrastructure, configuration et politique. Donc, lorsque l'équipe stratégie envoie le dossier de conception à l'équipe projet pour implémenter une nouvelle solution, les deux équipes utilisent du code qui intègre les politiques comme référence. Puisque les politiques, l'infrastructure et la configuration sont des codes, l'équipe de mise en œuvre peut utiliser des contrôles automatisés pour identifier les éventuels écarts avec les exigences. L'équipe projet est informée en quasi-temps réel et de façon continue des résultats des vérifications tout au long de l'implémentation. Ainsi, elle saura toujours si le niveau de conformité est atteint, lui permettant d'ouvrir le passage au déploiement. Le processus manuel de contrôle de la correspondance entre ce qui est implémenté et les politiques écrites est ainsi éliminé, ce qui permet d'accélérer le projet. Les vérifications automatisées des exigences génèrent des données. Ces données peuvent être intégrées au tableau de bord de conformité en quasi-temps réel. L'équipe de gouvernance peut accéder à ces tableaux de bord de conformité, ainsi que l'équipe stratégie, l'équipe projet, et même des équipes opérationnelles telles que l'exploitation ou les administrateurs qui pourraient ne pas avoir été impliqués dans le processus de gouvernance traditionnel. Et bien sûr, l'équipe audit qui peut également consommer ces données de tableau de bord pour s'assurer de la conformité des projets. L'équipe de gouvernance peut toujours faire un retour à l'équipe stratégie et mettre à jour les politiques si besoin. Avec autant d'automatisation, les délais des projets sont considérablement réduits, que ce soit au niveau de la mise en œuvre, des vérifications de conformité et du déploiement. Et ce, pas seulement pour un seul projet, mais pour l'ensemble des projets. Maintenant, plusieurs clients du secteur public avec qui j'ai pu échanger aspirent à évoluer vers le mode DevOps. Pour ce faire, plusieurs d'entre eux pratiquent l'intégration continue et la livraison continue, ce mode appelé CICD. CICD repose, comme on le voit sur ce schéma, sur un ensemble de technologies qui aident les équipes DevOps à développer, intégrer, tester, déployer et maintenir les applications et les infrastructures. Les exigences de sécurité sont intégrées dans chaque phase du processus. Si toutes les applications et infrastructures passent par ce processus CICD, alors les équipes de sécurité de projet, d'audit, de gouvernance et d'exploitation sauront toujours que les nouveaux projets respectent les exigences. Étant donné que plusieurs vérifications peuvent être automatisées, ceci réduit les itérations, les allers-retours et même les éventuels désaccords entre les équipes, ce qui permet au projet d'avancer plus vite, sereinement et avec une garantie de conformité et une meilleure sécurité. Maintenant, pour revenir à la recommandation de Steve, quelle que soit la méthodologie de projet que vous utilisez, élever la culture sécurité de votre entreprise peut être très bénéfique lorsque la sécurité est l'affaire de tous. L'objectif est de rendre votre équipe de sécurité plus accessible, de sorte que les développeurs et les administrateurs ne les évitent plus. Vous aimeriez que toute personne de votre organisation puisse demander conseil auprès de vos équipes de sécurité. Vous aimeriez également que la sécurité soit considérée à chaque étape du projet au lieu d'être intégrée en fin de cycle. Pour plus de conseils sur la création de ce type d'équipe de sécurité, je vous propose de consulter le lien que j'ai fourni en bas de cette page. Voici donc l'ensemble de notre liste. J'espère que vous conviendriez que tous ces domaines sont très importants et qu'ils aident à renforcer la sécurité. Pour vous aider à adresser les thèmes de cette liste, AWS Security Hub a lancé un nouveau référentiel de sécurité appelé AWS Foundational Security Best Practices. Ces contrôles s'alignent avec les 10 meilleures pratiques de sécurité que j'ai décrites au cours de cette session. Nous vous recommandons d'activer AWS Security Hub et ce référentiel dans tous vos comptes. Pour en savoir plus, consultez notre documentation sur le standard AWS Foundational Security Best Practices sur le lien fourni ici. Nous arrivons à la fin de cette session.
Je vous remercie de l'avoir suivi. Pensez à compléter l'évaluation de la session et à très bientôt.